Ils savaient que tout allait sortir. Ils savaient que les documents existaient. Ils savaient qu'ils allaient être publiés. Et malgré ça, ils ont continué à raconter la même histoire, mot pour mot, comme si la réalité pouvait encore être contenue. Ce n'est pas juste une affaire de mensonges, c'est une stratégie. Une stratégie qui repose sur une seule chose, que vous acceptiez une version simple, sans jamais comparer avec ce qui est écrit noir sur blanc. Parce que si cette version tient, alors n'importe quel récit officiel peut tenir, même quand les faits sont déjà là, même quand les preuves existent, même quand la chronologie ne correspond plus. Pendant des mois, on vous a servi la même scène, une rencontre dérangeante, un malaise immédiat, puis une rupture totale, plus de contact, plus jamais la même pièce, une histoire propre, fermée, fin du chapitre. Sauf que les fichiers ne ferment rien du tout. Ils ouvrent une autre chronologie, des dates précises, un déplacement volontaire, une présence assumée et une scène documentée qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Et c'est ici que l'histoire devient dangereuse, parce qu'à partir de ce moment, il ne s'agit plus d'un souvenir mal raconté. Il s'agit d'une contradiction directe entre ce qui a été dit publiquement et ce qui était déjà connu en privé. Et si vous comprenez ce point, vous ne regarderez plus la suite de la même manière. Ce qui a été révélé n'est pas arrivé par surprise. L'événement central, c'est la publication progressive des dossiers liés à Jeffrey Epstein, une production massive de documents rendus publics par l'administration elle-même. Officiellement, il s'agit d'un simple exercice de transparence. Officieusement, ces fichiers exposent des écarts précis entre des déclarations publiques répétées pendant des années et des faits consignés noir sur blanc. Au cœur de cette séquence, un responsable gouvernemental de premier plan avait affirmé, dans un cadre médiatique très favorable, que tout lien avec Epstein s'était arrêté dès le milieu des années 2000. Il a raconté une scène précise, située dans une maison de l'Upper East Side, décrite comme le moment de rupture définitive. Cette version a été largement reprise sans être réellement testée. Mais les documents publiés ne se limitent pas à confirmer des rumeurs. Ils introduisent une chronologie différente, avec des éléments postérieurs à cette rupture supposée. Et surtout, ils montrent que ces informations étaient connues de longue date par les personnes concernées. La vraie question n'est donc pas seulement ce qui est écrit dans les fichiers. C'est pourquoi cette version incomplète a été maintenue aussi longtemps, même quand une autre histoire existait déjà en arrière-plan. Voici l'affirmation centrale qui change la lecture de toute l'affaire. La version publique ne s'est pas simplement trompée. Elle a été contredite par des actes précis. Les documents publiés décrivent un événement daté, le 23 décembre 2012. Pas une approximation, pas un souvenir flou. Un déplacement organisé vers Little St. James, l'île de Jeffrey Epstein. Pas par hasard, pas par coïncidence. Un voyage préparé à l'avance, à bord d'un yacht affrété de 180 pieds, avec la famille, un autre couple et plusieurs enfants. Les âges sont listés dans un échange d'emails avec le gestionnaire de l'île. 11 ans, 12 ans, 14 ans. Ce détail figure explicitement dans les fichiers. C'est là que la contradiction devient impossible à ignorer. Des années plus tôt, le même responsable avait affirmé ne plus jamais vouloir se trouver dans la même pièce qu'Epstein. Pourtant, selon les documents, il se rend sur son île pour un déjeuner, accueilli par Epstein lui-même. Après cette visite, un message interne note que « Jeffrey a apprécié vous rencontrer ». Ce n'est pas une rumeur, c'est une trace écrite. Voici ce que personne ne peut expliquer simplement. Pourquoi organiser ce déplacement si toute relation était déjà rompue? Pourquoi ce niveau de logistique si la répulsion était réelle? Et surtout, remarquez ce qui manque dans les démentis récents. Personne ne nie le voyage, personne ne nie la date. Le silence s'est déplacé ailleurs. Et c'est précisément là que la situation commence à s'aggraver. À partir de ce moment, l'histoire ne peut plus rester isolée. Parce que ce type de contradiction ne vit jamais seul. Il entraîne autre chose, une normalisation progressive de comportements qui, pris séparément, aurait dû déclencher des alertes immédiates. Regardez la séquence dans son ensemble. Un contact nié, puis un voyage révélé. Ensuite, d'autres échanges apparaissent, des dons, des projets communs, des coordinations locales bien après la rupture supposée. Rien de spectaculaire pris individuellement. Mais mis bout à bout, ça dessine un schéma familier, celui où la proximité est minimisée, fragmentée, jusqu'à paraître anodine. Ce n'est pas nouveau. Dans d'autres affaires de pouvoir, on a vu la même mécanique.
Pas un mensonge unique, mais une série de petites normalisations. Ce n'était qu'un déjeuner. Ce n'était qu'un don. Ce n'était que du voisinage. Et à force, ce qui aurait dû choquer cesse d'être perçu comme anormal. Mais voici le moment où l'histoire bascule. Parce que plus les documents sortent, plus la distance entre les mots et les actes devient visible. Et quand cette distance devient publique, elle ne se referme jamais vraiment. Voici pourquoi ce détail change tout. Ce n'est plus une question de souvenir, c'est une question de crédibilité systémique. Et ce qui arrive ensuite rend la situation impossible à contenir. Les documents ne s'arrêtent pas à un seul voyage. Ils montrent une continuité. Et c'est là que le contraste entre les paroles et les actes devient impossible à ignorer. Après 2012, d'autres éléments apparaissent dans les fichiers. En 2017 et 2018, des échanges existent encore. Des contributions financières sont mentionnées. Epstein est associé à des dons pour un événement caritatif honorant ce même responsable, un événement public rassemblant des centaines de personnes. Officiellement, aucune présence sur place, mais la trace financière, elle, est bien là. Et elle intervient plus d'une décennie après la rupture affirmée publiquement. Puis, il y a les emails. Des messages montrant une coordination pour s'opposer ensemble à un projet d'extension du Frick Collection, un musée voisin. Ce ne sont pas des souvenirs. Ce sont des échanges écrits, tardifs, concrets. Une collaboration locale, assumée, bien après la date où tout lien était censé avoir cessé. Et quand ces éléments commencent à être recoupés par des journalistes, la réaction est révélatrice. Appelé pour commenter ces nouveaux documents, le responsable nie tout contact, puis raccroche. Pas de démenti précis, pas d'explication, juste une fin de conversation. Voici la phrase qui change la perception. Ce n'est plus une incohérence isolée. C'est une série d'actions qui contredisent directement un récit soigneusement entretenu. Et à ce stade, la question n'est plus ce qui a été caché. C'est jusqu'où ce système est prêt à aller pour que rien ne soit vraiment examiné. À partir de là, tout s'accélère. Les révélations ne tombent plus une par une. Elles se superposent. D'abord, la publication continue des dossiers. Des millions de pages, encore loin d'être entièrement examinées. Ensuite, une conférence de presse du ministère de la Justice. Un haut responsable est interrogé sur une question simple. Est-ce que ces fichiers permettront d'identifier des hommes ayant abusé de jeunes filles? La réponse ne ferme pas le débat. Elle le déplace. La question est rejetée, comme si elle reposait sur une fausse prémisse. Puis, il y a la réaction des survivantes. À l'écran, une femme écoute cette réponse. Sa réaction est immédiate, physique. Elle dit être écœurée. Elle tremble. Elle affirme que les fichiers contiennent bien des noms, des récits, des accusations déjà formulées dans les années 1990. Ce moment n'est pas théorique, il est brut. Et il est public. Enfin, un autre élément s'ajoute. L'administration insiste sur le fait que certaines figures ont déjà été blanchies, parfois en moins de 24 heures. Une affirmation rapide, alors même que l'examen complet des documents vient à peine de commencer. La pression monte, les versions se heurtent, le contrôle du récit commence à glisser. Et la question devient inévitable. Que se passe-t-il si ce rythme ne ralentit pas? À ce stade, l'histoire cesse d'être abstraite, parce que ce qui se joue ici a des conséquences directes sur des gens ordinaires, sur la façon dont la justice est perçue, sur la confiance accordée aux institutions, sur la question simple que beaucoup se posent en silence. Est-ce que les règles sont les mêmes pour tout le monde? Si vous regardez cette séquence depuis l'extérieur, vous voyez des dossiers, des conférences de presse, des déclarations soigneusement formulées. Mais si vous êtes un citoyen ou quelqu'un qui a déjà dû affronter une institution plus puissante que lui, vous voyez autre chose. Vous voyez le temps qui passe, les réponses qui glissent, les responsabilités qui se diluent. Imaginez ce que ça signifie pour les victimes ou pour leurs familles, d'entendre qu'il n'y aurait peut-être pas de nom, peut-être pas de preuves exploitables, alors que des documents circulent depuis des décennies. Ce décalage n'est pas idéologique, il est humain. Il crée un sentiment d'abandon, d'usure, de résignation. Et même si vous n'avez aucun lien direct avec cette affaire, le message est clair. Certains récits bénéficient d'un délai infini, d'autres non. Si cette sensation vous est familière, dites-le dans les commentaires, parce que beaucoup la ressentent, sans toujours pouvoir la nommer. Et c'est précisément ce malaise collectif qui ouvre la porte à une question plus large. Ce qui permet à ce type de situation de durer n'est pas un secret bien gardé.
c'est un mécanisme, un enchaînement d'incitation, de lenteur et de déplacement d'attention qui finit par neutraliser l'impact des faits eux-mêmes. D'abord, il y a la fragmentation. Les documents sortent par blocs. Les révélations arrivent étalées dans le temps. Chaque élément pris isolément semble gérable. Un voyage ici, un don là, une déclaration maladroite ailleurs. Rien qui, seul, force une réponse immédiate. Ensuite, il y a le langage. On ne parle pas de responsabilité, mais de processus. Pas de faits, mais de prémices. Pas d'action, mais de revue en cours. Ce glissement n'efface pas l'information. Il la rend moins saisissable, plus technique, plus distante. Enfin, il y a le pari central. Le pari que l'attention publique se déplacera avant que les connexions soient faites, que le bruit couvrira la cohérence, que le temps usera la colère. Voici l'insight inconfortable. Dans ce système, le pouvoir ne gagne pas en prouvant qu'il a raison. Il gagne en retardant le moment où tout le monde regarde la même chose en même temps. Et quand ce moment arrive enfin, la question n'est plus seulement juridique, elle devient structurelle. À partir d'ici, deux trajectoires se dessinent. Aucune n'est certaine, mais toutes les deux sont déjà en mouvement. La première est celle du contrôle prolongé. Les publications continuent, mais lentement. Les réponses restent procédurales. Les responsabilités sont diluées dans le temps. Dans ce scénario, l'histoire ne disparaît pas. Elle s'épuise. Elle devient un bruit de fond permanent, suffisamment présent pour exister, mais trop fragmenté pour provoquer un basculement réel. La seconde trajectoire est plus instable. Elle dépend d'un point précis, la connexion des éléments. Pas une révélation spectaculaire, mais un moment où le public commence à voir la chronologie complète, quand les dates, les déplacements, les démentis et les silences cessent d'être perçus séparément, quand ils forment un seul mouvement cohérent. Et ce moment n'est pas déclenché par une institution. Il est déclenché par l'attention, par la répétition, par le fait que certaines questions cessent d'être évitées. C'est pour ça que la situation reste ouverte. Rien n'est conclu, rien n'est figé. Mais l'inertie commence à se fissurer. Et la prochaine étape ne dépend pas seulement de ce qui sera publié. Elle dépend de ce que les gens refuseront désormais d'ignorer. Il y a une idée clé à retenir de toute cette histoire. Ce qui compte le plus n'est pas le volume des documents, ni même les noms qu'ils contiennent. C'est l'écart. L'écart entre ce qui a été dit publiquement, avec assurance, et ce qui existait déjà en privé, consigné, archivé, daté. Une fois que cet écart devient visible, il ne disparaît plus. Il change la manière dont chaque déclaration suivante est entendue. Au fond, cette affaire ne parle pas seulement de ce qui s'est passé. Elle parle de la façon dont les récits officiels sont maintenus jusqu'à la dernière seconde possible, dans l'espoir que personne ne prenne le temps de relier tous les points. Et c'est là que la boucle se referme, parce que ce que vous venez de voir n'est qu'un niveau de lecture. D'autres documents sortiront, d'autres contradictions apparaîtront. Et la vraie bataille ne se jouera pas seulement dans les dossiers, mais dans l'attention. Si vous voulez suivre cette analyse jusqu'au bout et comprendre ce qui se dessine ensuite, abonnez-vous. La suite de cette histoire est déjà en train de s'écrire.